Seven Truth. Dans le cours suivant, normes, individus et société. Vous l'avez fait? Pourquoi non? Vous l'avez fait. Donc, dans ce cours, normes, individus et société, après avoir dit l'homme est un être bioculturel, l'homme est un animal travaillant, l'homme est un animal parlant, vous avez montré, en empruntant l'expression à Aristote, que l'homme se définit, en plus d'être un zone logicon, animal parlant, comme un zone politikon, animal politique. Et quand vous avez volé à Aristote cette expression, pour dire de l'homme qu'il est un animal politique, quel est le sens de l'expression animal politique? Mais c'est une manière de montrer que l'homme, il est le seul être à qui la vie sociale est absolument indispensable. Ça veut dire quoi? Que la société est le cadre nécessaire à la réalisation intégrale de l'homme. Rappelez-vous le même Aristote, disant que celui qui veut vivre en dehors de la société, deux possibilités. Ou il est un dieu, ou il est une bête féroce. Et comme nul n'est dieu, ça veut dire qu'en dehors de la société, on relève plus de l'animalité que de l'humanité proprement dite. Maintenant, même si l'homme est un être éminemment social, quel rapport l'individu entretient-il avec la société? Deux types de rapports. Premier type de rapport, c'est un rapport de dépendance. Je n'ai pas besoin de te rebavarder. Pourquoi dépendance? Parce que vous le savez très bien, pour l'essentiel, l'individu est ce que la société fait de lui. C'est la société qui me conditionne. Elle détermine mes façons de penser, de sentir, d'agir, ma façon de m'habiller, ma façon de construire mon habitat, ma façon de manger, la langue que je parle, la culture à laquelle j'appartiens, la religion que je pratique. Bref, comme dit quelqu'un qui s'appelle Auguste Comte, je vous l'ai dit, mais tout en nous appartient à la société, car tout nous vient d'elle. Fin de citation. Et lorsque Auguste Comte dit tout en nous appartient à la société, car tout nous vient d'elle, c'est une manière de dire que l'individu ne se définit jamais dans la solitude, mais seulement dans la coexistence originaire avec son semblable. J'ai dit rapport de dépendance, mais vous le savez, dans la réalité, il y a très souvent opposition et conflit. Conflit non seulement entre les individus, mais entre l'individu et la société. D'où vient le conflit entre l'individu et la société? Mais parce que très souvent, il y a contradiction, opposition entre les aspirations de l'individu et la forte contrainte exercée par quoi? Par les normes sociales. Je n'insiste pas, chacun d'entre nous est souvent habité par quel sentiment? Que vivre en société, c'est renoncer à sa liberté. Parce qu'à chaque fois, moi, individu, je dis, je veux, j'ai envie, je désire, la société et ses normes me disent, tu ne peux pas, tu ne dois pas. La conséquence, mais nous avons le sentiment de nous sacrifier, en tout cas de renoncer à une bonne part de nos désirs, de nos ambitions pour nous conformer. C'est pourquoi l'individu, qu'est-ce qu'il fait souvent? Il transgresse. Quand il transgresse les normes sociales, il est dans la déviance, et quand il est dans la déviance, il s'expose à la sanction de la société, et c'est pourquoi il y a souvent rapport de conflit entre individus et société. Dans la leçon suivante, conscience inconscient, par laquelle je vais terminer peut-être. Dans cette leçon conscience inconscient, à la question qu'est-ce que l'homme, vous avez vu deux réponses différentes. La première réponse, qui a traversé toute l'histoire de la philosophie et même des religions, vous la connaissez. À la question qu'est-ce que l'homme, elle répond en disant homme égale conscience, et que par cette conscience, l'homme est maître de lui. Par cette conscience, l'homme, il est pleinement lucide et entièrement responsable de ce qu'il fait. C'est la réponse que vous trouvez de Platon jusqu'à Freud, et même dans l'histoire des religions, j'ai dit, parce que même en religion, si Dieu doit nous juger, il part du principe qu'il nous a dotés, vous et moi, des lumières de la raison, et par conséquent, nous étions maîtres et responsables de ce que nous faisions. C'est pourquoi on peut nous juger. Donc cette idée que l'homme s'est défini par la conscience et par la seule conscience, et qu'il est maître entièrement de lui et pleinement responsable, mais vous savez que cette idée qui va être détruite, rejetée complètement par le médecin viennois Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse, mais surtout découvreur de l'inconscient. Avec Freud et la découverte de l'inconscient, l'égalité devient fausse. Freud dit, homme n'est plus égal seulement à la conscience. Oui, il y a une part de conscience, dit Freud, mais Freud dit, c'est la part la plus faible. Parce que si la conscience n'est que le 10e, Freud dit, l'inconscient représente les 9 dixièmes de notre vie psychique et mentale. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée d'inconscient? Freud répond en disant, l'idée d'inconscient montre qu'en réalité, la liberté absolue de l'homme est une illusion. Sa maîtrise totale de lui-même est une chimère. Pourquoi? Parce qu'il dit pour l'essentiel, j'agis,
mais les motivations profondes qui me font agir échappent au contrôle de la conscience et me sont dictées souvent par l'inconscient. Ça veut dire quoi? Derrière mes choix, derrière mes actes, il y a en apparence des mobiles conscients, mais ce n'est que de l'apparence justement. Parce que Freud dit très souvent, mais c'est des forces obscures, des puissances souterraines qui agissent en moi et qui me font agir. Et donc ce que je fais n'obéit pas souvent simplement à la dictée de la conscience. Et Freud enseigne quoi? Que l'homme, il croit que c'est lui-même qui agit de façon souveraine, volontaire, consciente, alors qu'il dit c'est l'homme lui-même qui agit. Agit par quoi? J'ai dit par ces forces-là, mais qui échappent au contrôle de la conscience et qui ne peuvent lui émaner que de l'inconscient. Et ce que j'ai dit résume un peu l'esprit de la philosophie freudienne à travers les psychanalyses. J'ai dit quoi? Que Freud enseigne que l'homme croit agir lui-même de façon consciente, de façon libre, de façon responsable et volontaire, là où en réalité ce n'est pas lui qui agit, mais c'est lui-même qui est agi. Agit par quoi? Par ce qui relève de l'inconscient. Donc chez Freud, vous et moi, nous sommes les esclaves, nous sommes les jouets. Esclaves et jouets de quoi? De ces processus psychiques qui échappent au contrôle de la conscience et qui nous sont dictés simplement par l'inconscient. Donc avec Freud, là où on disait l'homme se définit par la conscience, Freud dit l'homme, oui, il y a une dimension de conscience, mais pour l'essentiel, il obéit à des motivations relevant de l'inconscient. Ça veut dire quoi? Freud dit, si l'homme est un bateau, un navire, il y a deux capitaines. Un capitaine apparent, celui qu'on voit au volant, mais il dit, ce n'est que le capitaine apparent. Le vrai maître invisible qui conduit le bateau, ce n'est pas lui, mais c'est véritablement ce qui relève de l'inconscient. Et donc, en résumé, Freud nous dit qu'encore une fois, la conscience, elle doit être détrônée au profit véritablement de ce qu'il appelle l'inconscient. Et vous savez très bien, la belle formule de Paul Valéry, on vous l'a enseigné, disant que désormais, ça veut dire avec la découverte de l'inconscient, la conscience, elle règne. La conscience, elle règne, mais elle ne gouverne pas. Qu'est-ce qui gouverne donc? Parce que la conscience a été chassée de sa demeure par un nouveau roi. Et le nouveau roi, ce n'est plus cette conscience, mais c'est véritablement l'inconscient. Freud, qu'est-ce qu'il enseigne? C'est que derrière le calme apparent de quelqu'un, à l'intérieur, c'est un bouillonnement, c'est un tiraillement entre des tendances contradictoires, tiraillement entre les exigences du ça, entre les prescriptions du moi et encore une fois, la volonté rigide du surmoi. Et donc l'homme est tiraillé, écartelé, ballotté. Pourquoi? Parce qu'il dit l'homme doit servir en même temps mes trois maîtres autoritaires. Quels sont les trois tyrans que l'homme doit servir en même temps, sans savoir à lequel en premier obéir? Il est entre le moi, il est entre le ça, il est entre le surmoi. Chez un individu normal, les désirs qui viennent du ça sont satisfaits par le moi, mais en tenant compte du surmoi. Chez un individu anormal, les désirs du ça sont satisfaits par le moi, mais sans tenir compte des prescriptions du surmoi. Mais dans tous les cas, comme j'aime bien taquiner mes parents Peul, je dis souvent, conscience, inconscience, c'est la maison des Peuls, dans lesquelles il y a un patron apparent, c'est Baba Gallé, mais la reine de la maison, c'est Néné Gallé. Hein? Parce que chez les Peuls, souvent vous la voyez, c'est la vraie maîtresse de la maison. Baba souvent les bari rek, waaye à côté bu Néné defee aller-retour pisal ko bët bi Baba ne sa te wax ji lu bari. Donc vous comprenez qu'il y a un borom cœur apparent qui fait beaucoup de bruit. La force tranquille, la maison, vous comprenez, ben Baba il règne mais il ne gouverne pas. Qui gouverne? C'est Nénégalais qui gouverne. Baba c'est la conscience, Nénégalais c'est l'inconscient. Comme je dis, Baba xam ngeen pël ak jur rek, pël moom fu mekk day am jur. Donc Baba souvent il promet l'enfer aux enfants, xar yeeg béy yeeg nag yi, mais bu yeewoo à la place des coups de gifle, vous savez bien qu'il s'est passé quelque chose. C'est notre homme, c'est vers 3h du matin. Hein? Et vous imaginez Nénégalais disant, ah mais Baba, ya wax na ngay mbugal sama doom yi bu ñëwee. Vous imaginez la réponse de Baba disant, Néné kay xam nga ne wax jee bari rek waaye. Et donc vous comprenez, il y a un capitaine du jour et il y a une princesse de la nuit. Et c'est pourquoi donc véritablement, mais de la même manière que Baba règne mais ne gouverne pas, la conscience également, elle règne mais elle ne gouverne pas. Et également, maintenant, dans le cours suivant c'est quoi? Voilà,
J'ai passé en revue les différentes questions. C'est bon, non? On peut prendre des questions et des réponses ou je termine. Bon, le poursuivant, c'est quoi? La liberté. Vous avez tous montré quoi? L'impossibilité à dire qu'est-ce que la liberté. Pourquoi vous n'avez pas pu dire qu'est-ce que la liberté? Mais parce qu'il y a 1000 formes de liberté et le mot est employé souvent dans des contextes contradictoires. Liberté morale, liberté civile, liberté politique, liberté culturelle, liberté religieuse. Et c'est pourquoi, en bon littéraire, vous ne pouvez pas ignorer le mot employé par Paul Valéry, parlant de la liberté. Il qualifie la liberté en disant un de ces détestables mots qui chantent plus qu'ils ne parlent, un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens. Pourquoi Paul Valéry, parlant de la liberté, dit un de ces détestables mots qui chantent plus qu'ils ne parlent, qui ont plus de valeur que de sens? C'est une manière de montrer quoi? Chacun veut être libre, mais nul d'entre nous n'est capable réellement de dire ce qu'est la liberté. En général, vous vous contentez de deux grandes conceptions. La première définissant la liberté, mais comme un pouvoir illimité dont l'homme serait dépositaire, et un pouvoir d'action, mais en l'absence de toute contrainte. Cette idée que l'homme est libre de façon absolue, vous la trouvez chez les théoriciens du libre arbitre. Eux, ils disent, par ce libre arbitre, l'homme est libre et de façon absolue. Pourquoi? Parce que libre arbitre égale pouvoir d'autodétermination. Donc, qu'est-ce que le libre arbitre? La capacité propre à l'homme et à lui seul à se gouverner selon sa seule conscience, selon sa seule volonté, mais surtout en l'absence, mais de toute contrainte extérieure. Vous la trouvez cette idée de liberté absolue de l'homme dans l'existentialisme. Par exemple, dans l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre. Chez Sartre, on parle même de hyper-liberté. Ça veut dire une liberté excessive, illimitée, sans borne. Pourquoi l'homme serait libre de façon excessive, illimitée? Réponse de Sartre, qui est un athée, ne croit pas en Dieu. Il répond en disant, cette liberté absolue de l'homme est une conséquence de son délaissement originel. Être délaissé, c'est être abandonné. Et il est en train de montrer quoi? Puisque dès le départ, l'homme est orphelin de Dieu, Sartre dit, l'homme devient à lui-même son propre Dieu. Et quand il devient à lui-même son propre Dieu, cela signifie quoi? Que pour Sartre, l'homme doit porter lui-même sur ses épaules l'entière liberté et l'entière responsabilité de son existence. Sartre dit, j'ouvre les guillemets, si l'homme n'est pas définissable, c'est qu'au départ, l'homme n'est rien. L'homme ne sera que ensuite, et il ne sera que ce qu'il aura lui-même choisi d'être. Fin de citation. Sartre dit, nous sommes condamnés à être libres. Pourquoi condamnés? Parce qu'aucun d'entre nous n'a demandé à venir au monde. Pourquoi libre? Parce qu'une fois là, mais encore une fois, nous devenons l'architecte de notre propre existence et nous portons encore une fois sur nos épaules, mais notre destinée. C'est pourquoi il dit, l'homme doit inventer l'homme, l'homme est l'avenir de l'homme. Et refuser d'être libre, Sartre dit, c'est faire preuve de mauvaise foi. Et il dit, au fond, que l'homme, tant qu'il peut choisir, et il peut toujours choisir, il revendique une liberté absolue. Rappelez-vous la fameuse phrase scandaleuse de Jean-Paul Sartre en 1940, alors que la France était occupée pendant la Deuxième Guerre mondiale par les troupes nazies de Hitler. Il a osé aller de sa radio, à la radio, mais de sa voix rauque de fumeur de gitane pour dire à ses concitoyens français, nous n'avons jamais été aussi libres, mais que sous l'occupation allemande. Les gens se disaient, ce philosophe est-il devenu fou? A-t-il pris un peu trop de whisky? Comment un pays dominé, envahi, tu oses dire, nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande? Sartre voulait leur dire quoi? Nous avons le choix entre accepter la défaite ou nous battre pour chasser les Allemands. Et tant que nous avons le choix entre démissionner et nous battre, le destin de la France est entièrement entre les mains des Français. Ça veut dire quoi? On est absolument libre parce qu'on peut toujours choisir. Et rappelez-vous son fameux jeu de mots, même ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Et ne pas choisir, c'est encore choisir de ne pas choisir. Et ça veut dire quoi? Que de toute manière, je choisis. Et tant que je choisis, je suis un être libre et libre de façon absolue. Il dit, merci, il dit, pourquoi l'homme est libre de façon absolue? Parce que chez l'homme seulement, l'existence précède l'essence. Il dit, ce micro, il n'est pas libre. Pourquoi il n'est pas libre? Parce que chez lui, comme chez tous les objets fabriqués, c'est l'essence qui précède l'existence.
Ça veut dire quoi? Avant qu'il ne soit entre mes mains, il a été conçu par un ouvrier, un artisan. J'ai pour projet de fabriquer quelque chose appelant micro, ayant telle taille, telle couleur, telle dimension, et ne servant qu'à amplifier du son. Ça veut dire quoi? Toutes les qualités, toutes les propriétés du micro étaient dans l'esprit de l'ouvrier avant qu'il ne le créasse. Ça veut dire quoi? Que pour ce micro, comme pour tous les objets fabriqués, il n'y a pas de liberté parce que leur essence précède leur existence. Mais comme lui, l'homme n'est pas une créature ayant à obéir au commandement d'un créateur, dès le départ, l'homme est libre, il est responsable de façon absolue. Maintenant, l'autre conception, elle viendra mettre un peu d'eau dans le bissap en disant, attention, même s'il y a une part de liberté qui distingue l'homme de l'animal, est-il possible d'affirmer une liberté absolue? Non. Ces auteurs vont dire, la liberté de l'homme, elle est nécessairement restreinte, bornée. Pourquoi? Parce que l'homme le veuille ou non, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de déterminisme qui s'exerce sur lui, faisant encore une fois que sa liberté est toujours limitée, restreinte, bornée, jamais excessive, jamais absolue, jamais illimitée. C'est la position par exemple de Spinoza. Spinoza dit, il dit, écoutez, au fond, mais seul Dieu est libre. Spinoza dit, on ne doit même pas parler de liberté chez l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est une cause causée. Et non seulement l'homme est une cause causée, mais l'homme est une nature naturée. Et l'homme, en tant que nature naturée, dépendant de la nature naturelle qu'est Dieu, ne peut revendiquer aucune liberté. Seul Dieu est libre, parce que Dieu, il est cause incausée, il est nature naturelle. Mais là où Dieu est cause incausée, nature naturelle, l'homme est cause causée, nature naturée par la nature naturelle, il ne peut absolument pas être libre, mais seul Dieu peut véritablement revendiquer de la liberté. Dans le cours sur l'État, on s'arrête. Mais bon Dieu, je suis mort, laissez-moi mes enfants rentrer. Dans le cours sur l'État, à la question qu'est-ce que l'État, bon, je ne répondrai pas, vous avez répondu, parce que vous avez 1000 définitions dans vos cahiers de cours. Mais je me contenterai de vous signaler les 3 éléments constitutifs de l'État. Si un seul manque, il n'y a pas d'État. 2 éléments matériels, population, territoire. 1 élément psychologique, l'autorité politique. Population, territoire, autorité politique. Si je combine, sans réciter aucune définition d'aucun auteur, d'aucun dictionnaire, État égal, autorité politique s'exerçant sur une population ou communauté humaine à l'intérieur d'un territoire bien déterminé. Quel rapport l'État entretient-il avec la liberté? 2 rapports contradictoires dans l'histoire de la pensée. Un premier rapport qui vient déjà de Spinoza, de Hegel jusqu'à Rousseau, et qui dit le but de l'État, c'est la liberté. Rappelez-vous Spinoza, montrant clairement qu'en réalité les hommes n'ont créé l'État que pour échapper à l'état naturel et donc pour garantir justement les conditions de liberté effective. Cette idée que le but de l'État, c'est la liberté, vous la trouvez chez tous les théoriciens du contrat, et en particulier chez Jean-Jacques Rousseau, vous vous en rappelez. Rousseau est l'un des premiers à faire le constat qu'il y a une contradiction dans la condition humaine. Quelle est cette contradiction? C'est que si au départ l'homme est libre, aujourd'hui il a perdu cette liberté. Et donc Rousseau dit, dans tous les états qui existent, moi je constate que l'homme a perdu sa liberté originelle, ça veut dire de l'état de nature. Et Rousseau dit, il va s'agir pour moi alors de concevoir un type d'état qui rende à l'homme mais cette liberté originelle. Et le type d'état qui va rendre à l'homme cette liberté originelle, c'est l'état démocratique, vous le savez, engendré par le contrat social. Quels sont les termes du contrat? J'ouvre les guillemets puisque vous ne lisez rien, je vais lire pour vous. Rousseau dit, il s'agit par ce présent contrat de trouver une forme d'association. Oui, de toute la force commune et les biens de chaque associé par laquelle, oui, chacun s'unissant à tous, n'obéissent pourtant et reste aussi libre. Très bien, bravo à vous. Et donc Rousseau est en train de montrer quoi là-bas? Il est en train de montrer que quand j'obéis au prince, un peu de silence, il est en train de montrer que quand j'obéis au prince, c'est comme si j'obéis à moi-même. Pourquoi? Parce que le prince n'est là que pour veiller à la bonne application des lois. Mais quelles sont les lois auxquelles j'obéis chez Rousseau? Non pas comme dans nos républiques, où j'obéis à des lois votées par des députés entièrement acquis à la cause de celui qui gouverne.
Dans la République de Rousseau, les lois auxquelles j'obéis, mais sont des lois à l'élaboration desquelles, moi-même citoyen, j'ai pleinement participé. Donc quand j'obéis au prince, je n'obéis pas à sa personne, j'obéis à la loi. Mais j'obéis à quelle loi? À une loi de ma propre raison. Et quand j'obéis à une loi de ma propre raison, c'est comme si j'obéis à moi-même. Et quand j'obéis à moi-même, ben, je ne suis esclave de personne, je suis entièrement libre. Donc qu'est-ce qui fait l'originalité de Rousseau? C'est de montrer, contrairement à l'opinion, qu'il n'y a pas de contradiction entre être soumis aux lois et être libre. Parce que nous avons tous généralement quel sentiment? Là où j'obéis et me soumets à la loi, je ne suis pas libre. Rousseau dit c'est le contraire. Là où il n'y a pas de loi, consacre ce qu'il appelle quoi? Vous le verrez en lisant le contrat social. Là où il n'y a pas de loi, ouvre la porte à ce qu'il appelle le droit du plus fort. Il emploie quel terme pour caractériser l'expression droit du plus fort? Il dit c'est un galimatia. Et quand il dit droit du plus fort, c'est un galimatia, c'est pour dire quoi? C'est une expression contradictoire. Parce que quand vous dites droit du plus fort, mais c'est comme si la force pouvait faire droit. Ou bien c'est comme si le droit pouvait reposer sur la force. Et donc Rousseau est en train de montrer que c'est là où il n'y a pas de loi qu'on retournerait à l'état de la jungle dans lequel les plus forts écraseraient les plus faibles. Donc chez Rousseau, la loi n'est pas un obstacle, elle est le fondement, elle est la condition de possibilité de toute véritable liberté. Chez Thomas Hobbes, le but de l'État n'est pas la liberté. Quel est le but de l'État chez Thomas Hobbes? Oui, la paix et la sécurité. Pourquoi? Parce que Rousseau et Hobbes ont deux conceptions de l'homme, deux façons de voir l'homme qui débouchent sur deux régimes politiques. Le type de régime politique préconisé par Rousseau, on l'a dit, c'est la démocratie. Pourquoi? Parce qu'il dit l'homme est par nature bon et raisonnable et le régime politique qui lui convient en tant qu'être bon et raisonnable, c'est la démocratie. Parce que l'homme raisonnablement, généreusement, comprendra que c'est de son intérêt que de se soumettre à la loi. Hobbes est un pessimiste qui considère à l'opposé de Rousseau que par nature l'homme n'est ni bon ni généreux, mais méchant, violent, égoïste, cruel. Quel régime lui convient? Non pas la démocratie, mais l'absolutisme. Parce que sans l'autorité forte exercée par le Léviathan, les hommes ne pourront pas renoncer à leur méchanceté. Et donc ce n'est que la voix d'airain. Il parle comme ça de Léviathan, il dit c'est un Dieu mortel. Mortel à l'égard du Dieu immortel, mais immortel à l'égard de ceux qu'il gouverne. Et il dit le Léviathan, les gens doivent trembler de terreur quand ils entendent sa voix d'airain. Pourquoi cette terreur? Réponse de Hobbes, parce que sans cette crainte qu'ils ont du Léviathan, ben, ils ne renonceraient pas à leur violence et il n'y aurait ni paix, ni sécurité, ni liberté. Et donc, par la terreur qu'ils exercent, on rend possible dans l'État, non pas la liberté, mais au moins la paix et la sécurité. L'autre perspective, vous la connaissez, c'est celle qui dit que État et liberté sont incompatibles, que le but de l'État n'a jamais été en réalité la liberté de ses membres. La première approche, certains l'appellent l'approche idéaliste, ou bien l'approche rationnelle. Pourquoi idéaliste? Parce que c'est des auteurs qui disent Rousseau, cette démocratie parfaite dont tu parles n'existe que dans ton imagination. Mais dans la réalité, aucune démocratie ne fonctionne de cette façon. Démocratie dans laquelle le peuple lui-même, de façon souveraine, élabore ses propres lois. Démocratie dans laquelle, comme dit Rousseau, si le prince est tenté d'abuser de son pouvoir, on le décide, on le remplace par un autre. Les gens le disent, ça c'est une démocratie idéale qui n'existe nulle part. Et donc, la deuxième perspective, à l'opposé de cette perspective dite idéaliste, ça va être l'approche réaliste de l'État. Elle est l'œuvre de ceux que vous savez, les disciples de Mikhail Alexandrovitch Bakounine, mais également de Marx et d'Engels. Vous savez très bien, Marx et Engels voient dans l'État un instrument d'oppression. Parce que pour eux, l'État n'est qu'un moyen de continuer de façon détournée quoi? L'exploitation de l'homme par l'homme. Marx et Engels disent de toutes les sociétés humaines, de l'Antiquité à nos jours, il y a toujours eu deux classes opposées. Quelles sont les deux classes antagonistes? Celle des pauvres, celle des riches, celle des dominants, celle des dominés, celle des gouvernants, celle des gouvernés, celle des exploitants, celle des exploités. De quel côté est l'État? Réponse de Marx, du côté des dominants, du côté des gouvernants, du côté des exploitants. Donc, qu'est-ce que l'État? Marx et Engels répondent en disant, moyen par lequel une minorité des gouvernants s'accapare des biens et richesses et exploite la majorité des gouvernés. Conséquence, Marx et Engels vont souhaiter la mort lente de l'État au profit d'une société qu'ils appellent la société communiste. Et pour Marx et Engels, ce n'est qu'à l'avènement de cette société communiste dans laquelle partage équitable des biens et des richesses, mais que l'on pourra retrouver sa véritable liberté. L'autre critique, elle vient des disciples de Mikhail Alexandrovitch Bakounine, qui est russe, qui était un compagnon de Marx, qui va le quitter pour verser dans l'anarchisme.
Bakounine dit État et liberté rigoureusement antinomiques. Tant que l'État est là, pas de liberté pour l'homme. Bakounine dit quand est-ce que l'homme sera libre? Réponse lorsque de manière violente tous les États auront été rasés et rayés de la surface de la terre. Qu'est-ce que Bakounine voit dans l'État? Il dit deux visages. Le vrai visage, mais également un visage mensonger et apparent de l'État. Quel est le visage apparent de l'État? Il dit c'est le visage par lequel on dit l'État me protège, médite, veille à ma santé. Il dit ça c'est le visage apparent faux et mensonger de l'État. Il dit entre guillemets, qu'est-ce qu'il y a derrière le décor? Lorsque vous tirez entre guillemets le rideau, qu'est-ce que vous voyez dans tout État? Bureaucratie, administration, mais surtout ce qu'il appelle un ensemble de moyens de répression. Police, armée, gendarmerie, quelle est leur finalité? Écraser l'individu, le broyer et le priver définitivement de toute forme de liberté. Bakounine dira, j'ouvre les guillemets, l'État est un monstre dévorant qui se nourrit de sacrifices humains. Et quand il dit l'État est un monstre dévorant qui se nourrit de sacrifices humains, il ajoute l'État c'est l'immolation de l'individu. Et il ajoute l'État c'est la négation complète de la vie. De la même manière, vous avez une critique qui est comme celle de mon ami Schopenhauer. Schopenhauer, il dit l'État c'est une muselière qui d'un carnassier mais le transformera en herbivore. Et en disant l'État est une muselière qui transforme un carnassier en herbivore, mais c'est une manière de montrer que l'État est un fossoyeur et un négateur de la liberté humaine. Maintenant, cette liberté, cette petite liberté dont l'homme dispose, si je vous posais la question, où est-ce qu'elle s'exprime le mieux, vous me direz sans doute dans le domaine de l'art. Oui, mais parce que l'activité artistique, elle est une manifestation de liberté. Pourquoi l'art est une manifestation de liberté? Parce que c'est Marx qui nous l'enseigne. Karl Marx dit, l'oiseau, ce qu'il fait, même si son nid est très beau, on n'en fera pas une œuvre d'art. L'abeille, même si sa ruche est très belle, on n'en fera pas une œuvre d'art. Pourquoi? Parce que ni l'abeille, ni l'oiseau n'avaient pour projet de produire du beau, mais en faisant son nid ou sa ruche, les oiseaux étaient mus simplement, mais par le besoin de conservation et de reproduction. Et donc dans l'art, l'homme crée, mais il crée presque pour rien, parce qu'il ne vise que le beau. Or, cela permet de montrer donc que l'art est une activité désintéressée. Ça veut dire quoi? L'animal ne produit que parce qu'il est sous la contrainte du besoin. Alors que dans l'art, l'homme produit. Quand j'ai dit il produit rien que pour du beau, mais ça veut dire quoi? Il obéit à une finalité désintéressée, contemplative, purement spirituelle. Maintenant, c'est pourquoi l'art va manifester la présence de l'homme dans le monde. Rappelez-vous René Hug, historien de l'art, qui disait « Il n'y a jamais eu d'homme sans art, de la même manière qu'il n'y a jamais eu d'art sans homme ». Il n'y a jamais eu d'homme sans art, ça veut dire quoi? Il n'y a jamais eu existé de peuple ou de société ou de civilisation sans œuvre d'art. Vous le savez très bien, toutes les civilisations passées dont on nous parle, mais elles n'ont transmis leur savoir et leur vécu à la postérité, mais que par le moyen des œuvres d'art. Et quand il dit « il n'y a jamais eu d'art sans homme », c'est une manière de dire « là où il y a art, manifeste la présence de l'humain ». L'art est une activité spécifiquement humaine, parce que par l'art, l'homme retravaille le monde. Par l'art, l'homme rend le monde habitable. Pourquoi par l'art, l'homme rend le monde habitable? Parce que vivre, c'est souffrir. Être en proie à la maladie, à la misère, à la douleur. Et donc l'art est ce qui permet à l'homme de supporter le poids de l'existence. Rappelez-vous toujours mon ami Arthur Schopenhauer disant « la vie n'est pas belle, mais les images de la vie sont belles ». Et lorsque Schopenhauer disait « la vie n'est pas belle, mais les images de la vie sont belles », quelles sont les images de la vie? Celles qui sont reflétées par l'œuvre d'art. Une manière de dire, si un serpent ou une bête féroce se mêlait à nous, un serpent, dit Schopenhauer, et ce serait la fin de notre conférence. Parce que le serpent, il me fait peur parce qu'il me fait penser à la mort. Mais Schopenhauer dit, ce même serpent qui me fait fuir, parce que me faisant penser à la mort dans la vie réelle, représenté sur un tableau, sur une fresque, mais il peut être tellement beau qu'on a parfois envie de venir l'embrasser et de le caresser. Et Schopenhauer nous montre que vouloir embrasser un serpent n'est sans doute pas possible dans la vie réelle, mais oui, par la magie de l'art. Et donc la vie n'est pas belle, mais les images de la vie reflétées par l'art mais la rendent agréable. Quel rapport l'art entretient-il avec la réalité? Vous l'avez déjà réglé dans vos courants littéraires, les rapports entre l'art et la réalité. Vous avez des courants littéraires dans lesquels, je crois, le naturalisme ou le réalisme, où on vous dit le projet esthétique doit consister à faire quoi? Reproduire le plus fidèlement possible les paysages, les problèmes et les contraintes de son milieu, de son époque.
Rappelez-vous, Stendhal, c'est ça? Comparant le roman à quoi? Stendhal comparant le roman à une sorte de miroir que l'on promène le long d'un chemin. Cette idée que l'art doit reproduire le réel, vous la trouvez en philosophie chez les anciens Grecs. C'est la théorie de l'art imitatif ou la théorie de l'art comme mimésis, avec Platon, avec Aristote. Aristote considère mais que les beautés naturelles, elles doivent servir de guide et de modèle à l'artiste. De la même manière que Platon considère qu'il y a deux instances, l'instance de l'intelligible et l'instance du sensible. Qu'est-ce que l'artiste peut copier? Non pas les réalités abstraites, métaphysiques, mais simplement le monde matériel et sensible. Mais à cette conception de l'art imitatif, on oppose souvent une autre conception qui dit que l'art véritable ne doit pas relever de l'imitation, mais de la création. Vous l'avez par exemple chez Hegel. Rappelez-vous ce que Hegel dit. Hegel dit cet arbre-là, il ne sert à rien de vouloir le reproduire sur un tableau. Pourquoi? Parce qu'il dit de toute façon, quel que soit mon génie, mon talent, mon habileté, cet arbre-là, entre cet arbre et sa reproduction, les résultats de l'imitation resteront forcément inférieurs. Et c'est pourquoi il dit, vouloir fidèlement reproduire cet arbre sur un tableau, c'est être tel un ver de terre et faisant des efforts pour égaler un éléphant. Hegel dit, il n'y a qu'une question que l'artiste véritable devrait se poser. Quelle est la seule question que l'artiste véritable devrait se poser? Que puis-je faire pour devenir immortel? Et que puis-je faire pour devenir immortel signifie quoi? Que l'artiste est celui qui crée non pas des œuvres imitées, mais des œuvres entièrement novatrices. C'est quelqu'un, mais qui nous emporte sur les ailes de son imagination pour produire un monde autre et différent de celui dans lequel nous vivons. Et ce monde autre-là, c'est quel monde? Mais c'est le monde que l'artiste porte dans sa tête, c'est le monde qu'il porte dans son cœur. Ça veut dire quoi? Le monde de ses idées, le monde de ses émotions, le monde de ses rêves, de ses désirs, et non pas le monde tel qu'il est. Rappelez-vous Henri Bergson, j'ouvre les guillemets, l'artiste véritable ne doit pas chercher à imiter ce monde vulgaire que nous appelons le réel, il doit avoir l'ambition de lui substituer un monde autre. Donc chez Bergson, chez Hegel, l'artiste il est comme un démiurge, un demi-dieu, rivalisant justement avec Dieu, mais dans l'activité de création. Mais j'aimerais vous préciser que cette opposition entre art-imitation, art-création, elle a des limites. Pourquoi? Parce que quand j'imite, je crée, et quand je crée, j'imite. Pourquoi quand j'imite, je crée? Parce que l'imitation n'est jamais fidèle. Quand j'imite, je reproduis, mais en imprimant à ce que je reproduis les marques de ma propre sensibilité, de ma propre créativité, de mon propre génie. Et donc, ça veut dire quoi? Quand j'imite, je crée, mais quand je crée, j'imite. Pourquoi quand je crée, j'imite? Parce qu'il n'y a pas de création pure. Je suis obligé de m'appuyer sur le réel pour pouvoir créer. Rappelez-vous Albert Camus, dans son discours de Suède, qu'est-ce qu'il dit? J'ouvre les guillemets, l'art n'est ni refus total, ni consentement total à ce qui est. Et lorsqu'il dit l'art n'est ni refus total, ni consentement total à ce qui est, ça veut dire quoi? L'art est au juste milieu de l'imagination, de la création et de la réalité. Ça veut dire encore une fois, comme disait le sujet du bac, vous vous en souvenez, qui réconciliait art imitation et art création. Le sujet disait il y a quelques années, l'artiste original n'est pas celui qui n'imite personne, mais il est celui que personne ne peut imiter. Et lorsque le sujet du bac vous disait, l'artiste original n'est pas celui qui n'imite, la double négation donne une affirmation. Donc l'artiste original est celui qui imite, mais même quand il imite, il le fait de façon géniale et exprime son identité artistique. Et souvent on dit l'art c'est la victoire du cœur sur la raison, parce que ce que la raison peut connaître et comprendre est limité, mais le cœur en tant qu'il est allié de l'imagination, mais ses pouvoirs sont absolument illimités. Et donc de la même manière que l'art c'est la victoire du cœur sur la raison, Platon disait la philosophie c'est la victoire de l'âme sur le corps. Mais en disant Platon que la philosophie c'est la victoire de l'âme sur le corps, c'est une manière de montrer que l'âme et le corps constitue cette dualité qui habite l'homme. Mais qu'est-ce qui meurt en moi? C'est le corps. Qu'est-ce qui est périssable? C'est le corps. Qu'est-ce qui est immortel? C'est l'âme. Et il disait l'âme est la faculté pensante. C'est pourquoi chez lui, l'activité philosophique n'est rien d'autre qu'un long apprentissage de la mort. Mais c'est vrai que même si c'est par l'âme que nous pensons et philosophons, mais si on demandait à Platon, comme j'ai envie de vous demander, où est logée cette âme-là, vous me diriez, l'âme est logée dans un corps. Et je vous dirais alors, ce petit corps-là qui abrite mon âme commence à se fatiguer et on a quand même des droits du corps à se reposer. Vous me comprendrez qu'on puisse s'arrêter parce que nous avons déjà fait le tour de la question. Merci beaucoup.
Allez-y. Merci beaucoup, professeur Sonko Diouf. Vous êtes bon, vous êtes excellent, vous êtes somptueux. S'il vous plaît, applaudissez la première fois. Merci beaucoup. Je pense que ça a été intéressant pour les élèves. Je pense que c'est très bénéfique. Alors, je signale qu'il y a Cheikh Gueye qui est là, le représentant de la mairie de Sangalkam. Peut-être il a un mot à dire. Il était là l'an dernier. On a tous vu qu'on a eu de très bons résultats lors des baccalauréats, en tout cas pour le lycée de Sangalkam. Et je pense qu'il a joué un très grand rôle pour cette victoire-là. Cheikh Gueye, la parole. En attendant, s'il y a des questions aussi, vous signalez. Comme ça, quand il finira, on prendra les questions. Ensuite, voilà, on va lever la salle. Seven Truth.